Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Encre halogène. Santé, santé. Oui, alors c'est moi. Bien sûr. Oui, alors c'est moi. Pardon, la régie, pas tout de suite. Nous sommes à table, chers auditeurs, nous sommes à table parce que ce soir c'est le buffet d'encre halogène. Hein. Santé, Théodore. Santé à vous. Et oui, parce que ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler de cuisine et puis nous attendons Alain Dufaré qui n'est pas encore là, qui est encore en Suisse, qui est en Suisse pour affaires pour l'émission, et il va nous présenter certainement une bonne nouvelle, mais nous l'attendons avant de vous révéler les textes et les thématiques de l'émission. Bonne santé à vous. On est en train de manger un délicieux archi-parmentier servi par Samanto, parce que Samantha a subi une petite opération, on peut le dire à nos auditeurs. On peut même la féliciter. Bravo. Samanto, merci. Très bon repas. Ah, attention. Est-ce Monsieur Dufaré? Oui, Monsieur Dufaré, venez. Il arrive de Suisse. Monsieur Duquesne. Le taxi vient d'arriver. Le taxi vient d'arriver. Il nous vient de Suisse. Je bois un peu de Lambrusco. Ah, c'est pas trop tôt. Bonsoir monsieur. Ah, Bonsoir, Monsieur monsieur. Dufaré. Bonsoir. Ah, il a le sourire aux lèvres. Je crois qu'il va nous annoncer une bonne nouvelle. Et non pas le cigare. Nous avons récupéré les droits messieurs. Ah, magnifique. bravo. Alors, Installez-vous et racontez-nous tout ça, Alain Dufaré. Rapidement, parce que nous sommes là pour la littérature. Voilà, quand même. comme vous le savez, notre émission était hélas produite et possédée par un milliardaire dont je tairai le nom, en tout cas quelqu'un qui possède déjà beaucoup de médias, et nous avons souhaité l'indépendance. En tant que sociétaire depuis longtemps de l'émission, j'ai fait en plus des petites culbutes qui m'ont permis de pouvoir faire une offre décente à ce milliardaire, et donc désormais je suis le producteur officiel de l'émission. Alors, Et je perds ma place. non. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes c'est ce qui toujours, m'inquiétait un peu en débouchant Non, la bouteille, que ce soit un peu le dernier bouchon. le but est juste de conserver notre indépendance, vous voyez. De D'accord. vous conserver par exemple. D'accord, C'est ça le but. d'accord. Après très bien. peut-être qu'il y aura des changements au fur et à mesure de. D'accord, j'ai présenté Samanto, qui a déjà. Oui, il y a eu des bien sûr. changements pour Samanto. Oui, hein. le but est de rester dans cette d'être ouverture. progressiste, Voilà. comme les grandes émissions, d'être progressiste. Très bien. Mais tout en gardant notre franc-parler. Bien. Alors, vous n'avez rien publié du coup, puisque vous avez été assez occupé. Par contre, monsieur Duquesne, Théodore Duquesne, bonsoir. Oui, bonsoir. Le Théodore Duquesne, vous publiez Carlos Ghosn, magicien en col blanc, l'argent Finalement, c'est le disparu. thème. C'est le thème. Alors, excusez-moi de vous reprendre le titre exact de l'article, s'il vous plaît. C'est Ghosn, Carlos Ghosn. Parce que, bon, vous voyez, il y a une référence D'accord. cinématographique derrière. Voilà. Toute la On se calme un peu. problématique après la de nourriture, cet s'il vous plaît, article. On travaille maintenant. Excusez-moi. Au boulot. Au boulot. Comme dirait Eric Emmanuel Schmitt. Exactement. Mais- Oui. Vous avez. Pardon. Allez-y, monsieur Duquesne. Oui, donc je reprends donc Ghosn, Carlos Ghosn, donc toute une analyse systématique de la disparition de l'argent fait par des magiciens en col blanc et tout le spectacle qu'il y a derrière. Voilà, donc avec une référence à l'anthropologie de la magie dans un contexte africain croisé avec du japonisme. D'accord, parfait. Alors, Gilles Vien, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui. Ça fait des mois que je ne fais plus rien. D'accord. La perte de sens complète. La perte de sens, mais peut-être que la cuisine littéraire que nous allons aborder ce soir va vous mettre Ah, je mange beaucoup. l'eau à la bouche. Je Oui. mange beaucoup, donc je pourrais intervenir. Monsieur, alors un nouvel intellectuel, je suis ravi de recevoir de nouvel intellectuel, Babidi Parkeggio. Alors Babidi, je reprends... Parkeggio, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu parce que j'ai perdu votre CV? Oui, tout à fait. Babidi Parkeggio, je suis collapsologue du désuet, comme vous le savez autour de cette table. C'est-à-dire que j'étudie la fin annoncée des objets du quotidien. J'avais notamment écrit un essai dans les années 80 qui avait un peu lancé ma carrière où j'avais anticipé la fin proche de la cabine de téléphone public. Cet essai qui s'appelait Au revoir à l'eau, la cabine au cabinet. Et je prépare en ce moment même une œuvre un petit peu fleuve sur grandeur et misère du bouton pression. Très bien. J'avais adoré personnellement celui sur les lampes disco.
Je trouvais que c'est... Oui. Oui. Bon, il était un peu Les audacieux. boules Hein. Non, les lampes, vous savez, avec les formes là dans les tubes. Oui, Ah les oui, lampes voilà. à lave. Oui, Moi, j'en ai oui, encore oui. une chez moi, je me sens un peu. Oui, mais rétrograde. elles ont finalement Mais un peu disparu. J'avais émis tout de même une petite circonvolution autour de ces lampes, puisque j'avais annoncé effectivement qu'elles Dépêchez-vous, deviendraient hein, ringardes, mais qu'elles ne disparaîtraient jamais vraiment. Donc vous êtes dans votre temps. Vous êtes dans votre D'accord. temps. Bah, j'en suis ravi, je trinque. Allez, on trinque. À mon temps, je suis un homme de mon temps, un homme de ce siècle. Et non Mirisa est un homme de descendant. de ce siècle, très bien. Alors, on va parler cuisine ce soir pour la première fois. Alors, c'est une émission, on va parler de plein de nouvelles choses. Parce que la première fois que nous parlons de la cuisine, mais aussi la première fois que nous abordons le genre du roman historique. Oh. Le roman historique sur la cuisine, c'est un nouveau genre qui vient de se développer depuis quelques années. Et ce soir, nous allons aborder deux romans. Un roman italien, puis un roman français. Des romans sur la cuisine, mais dans un milieu un petit peu particulier, vous allez voir. Alors, je me suis interrogé, pour introduire cette émission, sur le rapport entre littérature et nourriture. Alors, il aurait été facile de commencer avec les tartes à la crème, rappeler la corne d'abondance, Michel Léris, le potage alphabétique, etc. Bon, pas de ça. Je voulais plutôt tisser un lien entre littérature, nourriture et histoire. Ça me semblait plus intéressant. J'ai pensé à la Madeleine de Proust, bien sûr, mais peut-être à quelque chose de plus profond. Et je suis tombé, pour introduire cette émission, sur un essai de Marilyn Desbioles qui s'appelle « Le risotto à la fraise », dans lequel... Le risotto à la fraise, dans lequel elle fait le rapport entre la mémoire et la nourriture. « Il en va de la mémoire comme du risotto », écrit-elle. La mémoire n'est supportable que si l'on prend soin de la remuer avec une cuillère largement trouée. Le risotto, et la mémoire plus encore, doivent fuir comme la peste ce qui colle. Alors, ce que nous allons voir ce soir, le risotto littéraire que nous allons étudier ce soir est un risotto qui colle, car c'est une mémoire qui fait mal que nous allons étudier. Cuisine, littérature et nazisme. Voilà ce que nous allons aborder ce soir à travers deux grands romans récents. D'abord La goûteuse d'Hitler, roman italien de Rosella Postorino. La cuisinière d'Himmler, roman français de Franz-Olivier Gisberg. Alors, deux très grands romans. Rosella Postorino vient de publier La goûteuse d'Hitler chez Gallimard. C'est un carton, on peut le dire. Et un extrait poignant que nous allons aborder maintenant tous ensemble de La goûteuse d'Hitler. Dans le réfectoire de Krossendorf, les plaintes couraient intactes. Grégor n'était pas là, et je me retrouvais seul. Les bottes des SS dictaient le rythme du repas, scandaient le compte à rebours de notre mort possible. Quel délice, ces asperges! Mais un poison est-il amer? Je déglutissais, et mon cœur cessait de battre. Elfried aussi mangeait des asperges et m'observait. Le repas n'était pas fini et je ne savais pas si nous avions l'autorisation de sortir de table. Ma vessie était douloureuse, comme dans la cave de Budengas, où l'on se réfugiait, la nuit, ma mère et moi, avec les autres occupants de l'immeuble, quand retentissait l'alerte. Mais ici, on n'avait pas de seau dans un coin, et je n'arrivais pas à me retenir. Avant même de l'avoir décidé, je me levai, demandai à aller aux toilettes. Les SS acceptèrent. Alors qu'un échalas, au grand pied, m'escortait dans le couloir, j'entendis la voix d'Elfried. « J'ai besoin d'y aller, moi aussi. » Le carrelage était abîmé, les joints noircis, 2 lavabos et 4 portes. Le SS resta en sentinelle dans le couloir, nous entrâmes, je m'enfermai dans un des WC. Je n'entendis aucune porte se fermer, ni l'eau couler. Elfried avait disparu, ou se tenait à l'affût. Le ruissellement de mon urine, dans le silence, était humiliant. Quand j'ouvris la porte, elle bloqua du bout de sa chaussure. Elle posa sa main au creux de mon épaule, me plaqua contre le mur. Les carreaux sentaient le désinfectant. Elle approcha son visage du mien, avec une sorte de douceur. Que veux-tu? Demanda-t-elle. Moi ? Me regardes-tu pendant la prise de sang? J'essayai de me dégager, mais elle m'en empêcha. Je te conseille de t'occuper de tes affaires. Ici, il vaut mieux que chacun se mêle de ce qui la regarde. Je supporte pas la vue de mon sang! Mais le sang des autres, tu le supportes? Un choc métallique contre le bois nous fit sursauter. Elfried recula. Qu'est-ce que vous fabriquez?
demanda le SS dehors, avant d'entrer. Les carreaux étaient humides et froids, ou bien c'était la sueur dans mon dos. Vous complotez? Il était chaussé de bottes énormes, parfaites pour écraser une tête de serpent. J'ai fait un malaise, sans doute à cause de la prise de sang. Elle est venue à mon secours, je me sens mieux maintenant. Le garde nous avertit que s'il nous surprenait à nouveau dans une attitude aussi intime, il nous donnerait une bonne leçon. Ou plutôt, non, il en profiterait. Et il y eut un rire inattendu. On retourna au réfectoire, l'échala sur nos talons, aux aguets. Il n'avait rien compris. Ce n'était pas de l'intimité entre Elfried et moi, c'était de la peur. Nous jaugions les autres et l'espace autour de nous avec la terreur inconsciente des nouveau-nés. Le soir, dans les toilettes des Sauer, le parfum d'asperge de mon urine me fit penser à Elfried. Elle aussi, assise dans son WC, respirait cette odeur. Et Hitler aussi, dans son bunker, à Waldstraße. Ce soir-là, l'urine d'Hitler et la mienne sentaient pareil. Poignant. L'histoire, la grande histoire vue par la petite porte, le canal, petit canal, Monsieur Dufaret. Non, c'est poignant. Après, finalement, alors là, je vais jouer avec les mots peut-être. C'est un peu peut-être délicat sur ce genre de texte. On peut tous avoir des émotions, des proches, c'est complexe. Mais une chose est sûre, je dirais que c'est un texte marrant. Pourquoi Oui. marrant? Oui. Parce que comme vous le savez, tous ces termes-là, rigoler, se marrer, viennent finalement, se pisser de rire, viennent de l'urine. Oui. Parce que l'urine c'est la peur, ici c'est peut-être la peur qui est représentée par l'urine, mais c'est peut-être aussi cette espèce de le rire de la folie. C'est-à-dire que le parallélisme qui est émis avec Hitler à la fin de ce texte veut peut-être nous montrer que Hitler lui est mort de rire. Vous voyez, parce que d'un côté on aurait ces femmes qui seraient paralysées par la peur et qui se pisseraient dessus de peur. Parce qu'à l'époque, vous savez que ça vient des corsets des femmes qui étaient trop serrés. Et du coup, quand on parlait d'une rigole, finalement, c'était une rigole sur la jambe de la dame qui surinait dessus. Et la mare était la mare à ses pieds, car elle s'était pissée dessus de rire. D'accord, mais que faites-vous de l'asperge là-dedans? L'asperge, c'est autre chose, je vais y venir après. Mais tout d'abord, voilà, il y a ce parallélisme. Je pense qu'il y a un parallélisme profond entre le rire diabolique, et là peut-être que mon collègue pourra m'aider sur les données magiques, Oui. un peu Mais la machiavéliques, baguette magique, c'est diaboliques, l'asperge là-dedans. Je ne m'aventure pas trop. mais- et de l'autre côté, mais vous le savez que les asperges donnent vraiment une odeur à votre Et bien sûr. pisse. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour compléter sur l'asperge, l'asperge est un mot totem quelque part, puisque de par même sa forme, il appelle Il y a un aspect à phallique, l'acte bien d'asperger. Vous voyez, il y a un aspect ce lien, phallique aussi, il y a quand ce même. lien avec le fluide dans l'asperge. Et comme vous le signalez, l'asperge donne une odeur à l'urine, mais la précipite. C'est-à-dire que vous mangez des asperges, 10 minutes après, vous aspergez. Voilà, donc Réellement, réellement, bien je sûr. n'ai pas souvenir d'avoir été au... Vous pouvez vérifier, c'est avéré. On peut avoir des asperges, Samantha? Oui, Samantha, des asperges, s'il te plaît. Monsieur, j'ai oublié votre nom, ça m'arrive souvent. Parquetcho. Parquetcho, oui. Oui, écoutez, effectivement, je trouve même que... Votre accent s'est germanisé, c'est tout à fait- Excusez-moi, je suis un peu troublé, hein, je dois avouer que C'est l'axe. ça me rappelle en fait Pas l'accent. un travail que j'avais fait sur la cuillère dans le Troisième Reich. Et vous savez, moi je porte beaucoup d'intérêt aux objets, et je trouve que quand on regarde le premier paragraphe, et ça mes camarades ne l'ont pas noté, il y a une espèce de défilé de mode holocaustien presque. Vous voyez, on parle de bottes de SS, puis de robes plusieurs fois, puis de lacets, et on a en quelque sorte toute la panoplie de la Anne Frank en puissance, vous voyez, de la façon dont elle est vêtue, la façon dont elle parade un petit peu. Monsieur vient, le regard. C'est difficile de dire qu'elle parade quand même. Oui, ça me paraît. Anne Frank. Non mais J'ai peut-être mal compris votre... elle parade, elle se part, vous voyez, de la Ça. même façon où mon Enfin, camarade... elle monsieur est Duquesne- hélas parée de haillons, j'aimerais dire, mais... On voit, il y a les uniformes, il y a les bottes de SS, il y a la robe, et d'ailleurs c'est assez intéressant. La robe qui est elle-même l'uniforme. Qui est elle-même l'uniforme. Donc oui, il y a quelque chose dans ce, comment dire, cet enfermement.
Moi je pense plus qu'ici, on a un habit qui enferme. Vous parliez du corset d'ailleurs. Oui, encore une fois, c'est tout est lié, vous voyez, en fait c'est les étaux se resserrent ici. Alors, au niveau du glissement des sigles, entre SS et VC, monsieur Vien, je crois que ça vous intéressait pas mal ça. SS, Ouais. VC, C'est la petite histoire dans la grande histoire. voilà, c'est ça. Alors, à chaque fois, La petite c'est porte dans la grande porte. la grande l'asperge dans la vessie de la jeune fille. Enfin, c'est le cycle, effectivement, du tout et dans tout. Bon, comment arriver de l'asperge jusqu'à Hitler, c'est la prouesse du texte, quelque part. Mais aussi, c'est la trivialité du texte. Puisque, en fin de compte, voilà, ça se résume en une phrase. Ce soir-là, l'urine d'Hitler et la mienne sentaient pareil. Ça c'est absolument vrai. C'est un Excusez-moi d'être réducteur. C'est un pas mon morceau intention, mais de c'est le prouesse qu'on a, il y a un fétiche. Le texte est centré là-dessus. Et il est résumé d'autant plus que si l'on regarde le bunker, l'endroit où réside Hitler à ce moment-là, je ne parle pas très bien allemand donc j'aurais du mal à le prononcer. Voilà, admettons, vous avez fait de l'allemand Un peu. Aussi J'ai bien l'impression que que vous savez bien faire en tout cas. Et, Volkskrantz. donc on a Merci, ici, on ira en Allemagne. faire on a une ici émission. un mot qui commence par W. Ignorez les trois autres lettres. OLF. Vous trouverez S au Oui. milieu Et C. et C. Et C, oui. Donc finalement les VC Se comment dilate. dire Non. Il y a une Enferme le dilatation SS. du... Enferme le SS. Enferme Oui. le SS. Tel un Ah, métro. exactement, magnifique. Et je pense qu'ici la boucle est bouclée. Enfin, si ce morceau de bravoure est là, c'est pas pour rien. Et si on y mentionne un nom aussi complexe finalement, qui pourrait ne pas être là, si on mentionne l'endroit du lieu de Hitler, c'est qu'on veut appuyer quelque chose sur ce mot. Et en plus, peut-être détail typographique ou d'arrangement, je sais pas si ça a été fait exprès avec l'éditeur, mais il s'avère que les WC sont juste au-dessus du mot Welsh SS. Ça, Donc, c'est l'édition numérique, hein. Après, bon. bah, peut-être Oui. que ce n'est pas un détail. Oui. Après, oui. dans tous les cas, c'est une révélation que m'offre le Une texte révélation ici. mystique. Je pense. Après, mes Révélation chers collègues, historique. peut-être, vous me direz, je suis en plein délire, c'est possible. Mais j'ai tendance à penser qu'ici, les WC sont finalement la figure de l'enfermement. Que les SS... Mais ce qui circule dans le texte aussi l'urine, qui circule de Tel un- paragraphe tel en un fluide, paragraphe. un fluide vital. Nouveau fluide vital, oui, monsieur Oui, Duquel. Les pestilentiels, presque Oui, aussi. Monsieur, mais je vous rejoins juste Par sur un quel jour, détail. ça Sur un détail. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pas sur le reste. mon collègue du Faré sur l'aspect à la fois visuel, donc sur la forme, mais également sémantique, donc sur le sens de tout ce qui est dans ce texte. Il y a des indices, des signes. Et ici, Erta, ce prénom. Le goût des choses simples. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que ce prénom a C'est les été gâteaux, choisi au hasard non, Voilà. bien sûr que non. Ici, on a un double signe. Voilà. C'est un prénom d'un personnage, mais c'est également une référence Bien sûr. à l'agroalimentaire. Voilà. Donc, Monsieur le Parquet-Joe. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Et vous parliez de l'urine qui coule finalement entre ces lignes, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus ces lignes parlent également d'une prise de sang. Donc il y a une espèce de miroir qui s'opère ici entre l'urine de l'asperge et la prise de sang des deux jeunes filles. Oui, non, mais c'est très juste, c'est très juste. On est Exactement. encore là dans une dualité entre ces jeunes filles quelque peu prisonnières et Hitler, Hitler qui fait couler le sang, Oui, et puis elles qui c'est- font couler À mon avis, l'urine. au-delà de ça, c'est que c'est un texte sur le vieillissement de la jeunesse. Puisque dans Asperge, on a l'âge, l'âge qui se perd. C'est une extension. Monsieur Gilvien, peut-être vous aimez les mots ici. Écoutez, je viens de me rendre compte de quelque chose d'assez important. C'est une phrase que je n'avais pas saisie exactement dans son amplitude. Le garde nous avertit qu'il nous surprenait à nouveau dans une attitude aussi intime. Il donnerait une bonne leçon, ou plutôt non, il en profiterait. Ah oui, On a quand même le spectre du lesbianisme qui traverse le texte. bien sûr. Et ça me fait penser à ce film. Alors, je vais citer de tête le titre, mais vous me corrigerez sans doute a posteriori. Et là, La Louve des SS. Un Ah, livre. ça ne me dit rien. Un film érotique des années Inconnu au 80, bataillon. ça ne veut dire... C'est un peu toujours le même modèle quelque part. Regardez C'est du ça que je veux porno dire. SS. C'est du porno SS, oui. Enfin, ça s'approche très nettement. Le carreau, le désinfectant, un univers aseptisé, Bien les sûr, bottes de cuir bien de sûr. SS, le lesbianisme des deux juives, Bien sûr. ou peut-être qui ne sont pas juives, l'odeur de l'asperge qui envahit tout. Faut pas oublier que, Oui, avec plaisir, oui. Dans l'érotisme allemand, il y a toujours des odeurs fortes. oui. Vous êtes Et une forme de violence aussi.
spécialiste Parce que vous nous aviez peut-être Oui. caché cette carte de l'érotisme allemand. Mais c'est un hobby, je crois, non? Ah, mais écoutez, enfin, je me suis intéressé dans ma jeunesse, dans le passé. Enfin, Bien, mais on en reparlera en rantaine, hein, quand on ira prendre le dessert. Bon. Ces beaux petits vins là, ils viennent des coteaux d'Argenteuil. Bon appétit, messieurs. Merci. Merci, mon roi. Bien, retour sur le plateau d'encre halogène avec le deuxième extrait, messieurs. Alors, après la littérature italienne, nous plongeons maintenant dans la littérature française, il y a 2 ans. Alors, je me suis trompé, c'était pas aux éditions Gallimard, c'était chez Albin Michel, La goûteuse d'Hitler. Là, nous sommes chez Gallimard, la grande maison Gallimard. Une petite question du coup Oui. par rapport au titre. Oui. C'est une histoire vraie. Alors, la c'est- goûteuse d'Hitler, oui, c'est une histoire vraie. Et la cuisinière d'Himmler également. La cuisinière d'Himmler, c'est un personnage haut en couleur qu'a dépeint Franz-Olivier Gisbert, qui se compare volontiers à Simone de Beauvoir, hein, pour on l'écoutera tout à l'heure, pour le caractère féministe de ces héroïnes, hein, des grandes représentations progressistes, vous allez voir, de la femme dans ces milieux-là, qui est très osé, je trouve. On va le voir, avec cet extrait du chapitre 41 de la cuisinière d'Himmler qui s'appelle « L'embryon qui ne voulait pas mourir ». L'embryon qui ne voulait pas mourir, c'est parti. Franz Olivier, on se connaît, on le sait. C'est parti pour l'embryon qui ne voulait pas mourir, extrait de la cuisinière d'Himmler. C'est le jour où Heinrich allait rentrer de sa tournée, que tout a basculé. Le matin, en me pesant, j'ai observé que mes seins avaient grossi. Sans me vanter, j'ai toujours eu beaucoup de monde au balcon. Mais là, franchement, c'était trop. Je me suis regardé puis regardé dans la glace de la salle de bain. En tâtant mes gros seins bien pleins, j'ai constaté les tubercules de Montgomery avaient également grossi sur l'auréole, elle-même assombrie. J'en ai profité pour me caresser la poitrine qui, à plusieurs reprises, a frémi de plaisir. La veille déjà, après avoir uriné, mais j'avais remarqué de petits saignements marrons dans la cuvette des toilettes. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, mais à présent, il n'y avait plus de doute. J'ai poussé un long cri d'épouvante qui a fait monter précipitamment dans la salle de bain 2 des gardes des SS chargés de la protection de la maison. « Laissez-moi !» leur dis-je. « C'est rien, je me suis coincé le doigt dans la porte !» Ne supportant pas l'idée de laisser grandir dans mon ventre une graine de nazi, je me sentais comme la cigale dans laquelle la guêpe a pondu son œuf après l'avoir enfermé au fond d'un trou, bouché par un caillou, et que l'ignoble larve, sortie de sa membrane, mangera toute vivante jusqu'au dernier filament de sa chair. Pour me débarrasser de l'intrus, j'étais prête à tout. Les cuillerées d'huile de ricin, les tisanes de persil, d'absinthe, d'armoise, de laurier et de saule blanc. L'injection d'eau de savonneuse et l'introduction de plantes abortives dans le col de l'utérus. La course à pied, le saut à la corde, les coups de poing dans le vent. Dans l'hypothèse affreuse où le fœtus resterait accroché envers et contre tout, il faudrait lui trouver un père de substitution, et pour jouer ce rôle, je ne voyais qu'Heinrich. Je devais donc conclure au plus vite avec lui, dès lors qu'il apparaîtrait que mes tentatives d'avortement étaient vouées à l'échec. Le soir, quand Heinrich est rentré à la maison, après sa tournée dans l'Est, il s'est assis sur le canapé en soupirant et, après m'avoir demandé de m'approcher, il a sorti une petite boîte de sa poche. C'était une bague de fiançailles, un gros rubis de Birmanie, serti au milieu d'une couronne de diamants. Une fois ma bague enfilée, je me suis agenouillé devant lui. J'ai ouvert son pantalon, déboutonné sa braguette, extirpé son gourdin du caleçon, et après l'avoir enfourné entre mes lèvres, j'ai donné à Heinrich le meilleur de moi-même, ma vie, ma dignité, ma science, comme seules les femmes savent le faire, jusqu'à ce qu'une décharge de sainte crème me rafraîchisse la bouche puis la gorge. Quand je me suis relevé, Heinrich était affalé, les bras grands ouverts sur le dossier du canapé, la tête légèrement en arrière, avec un large sourire de plénitude. Il m'a tutoyé pour la première fois. Tu es vraiment la femme de ma vie! Je n'allais pas lui renvoyer le compliment. Je me comportais de la sorte avec lui parce qu'il me fallait un géniteur pour l'enfant que je portais. Ça ne pourrait être qu'Heinrich. Il fallait qu'il me pénètre de toute urgence. Sinon,
j'allais au-devant de gros ennuis. La porte était fermée dans le premier texte, là, elle s'est coincée les doigts dans la porte. Bon bah, on est toujours dans les cuisinières, dans les goûteuses. Une femme forte, hein, comme dirait Giono. Monsieur, quelqu'un veut réagir? Parce que là, les mots me blessent, mes propres propos me blessent. Je dirais qu'en termes d'érotisme allemand, pour reprendre l'expression passée, on a là tous les ingrédients de la scène précédente, de l'urine, des gardes SS, des odeurs, et quelque chose, un supplément d'âme qui fait de ce texte quelque chose de supérieur à son précédent. Je ne sais pas. Bon, déjà, il est en français, il n'a pas été traduit. Ah oui, traductore traire, comme nous le rappelait Alain Dufaret la dernière fois. Et je trouve que par rapport au précédent, ce texte est plus lettré. Beaucoup plus lettré. Oui. On voit beaucoup plus de références. Vous voyez, on La parle... cuillère, toujours, hein, Oui. Les tubercules de Montgomery. Il y a une référence à La Fontaine qui me paraît évidente. Hein. La cigale dans laquelle la guêpe a pondu son œuf. oui. Non, mais je veux dire, là, tout La Fontaine est là. Tout La Fontaine est là. Et à la fin... On est presque chez la femme Fontaine. Mais oui, mais vous avez pas fait Non, la femme de La Fontaine. La femme de La Fontaine. Tout y est. Bon, Mais- oui, monsieur Dufaret. La femme de La Fontaine qui, encore une fois, commence son histoire aux toilettes. Faut le dire. En urinant. Et en s'injectant de l'eau savonneuse, par exemple. Plein de choses dans le col de l'utérus, mais aussi tout un cocktail, finalement. Les cuillerées d'huile de ricin, les tisanes de persil, enfin... On a vraiment là un désir de comment dire, un désir culinaire. Enfin, je sais pas si finalement le fœtus ici n'est pas un repas. C'est assez complexe. Monsieur? Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Dufaret. On a l'impression en fait d'avoir ici une femme shaker. Vous voyez? Une femme qu'on va shaker. Voilà. On la shake. On la shake et un cocktail va en sortir. C'est là tout le progressisme d'ailleurs de Ah oui. France. Ah bah oui, c'est France un texte qui est un ami. Oui, qui est un texte féministe, mais là, comme on n'en fait pas. D'ailleurs, j'avais du coup un extrait où il se compare lui-même à Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, j'en dis énormément de bien, j'en ai toujours pensé beaucoup de bien. Bon, dès qu'elle parle politique, elle dit que des conneries, mais ça c'est comme Sartre, enfin c'est même ridicule aujourd'hui quand on lit. Mais c'est vrai qu'elle a écrit des beaux livres dans un français, disons un peu désuet, hein, ça sent presque la naphtaline. Ouais, Qu'est-ce que c'est bien, Mémoire d'une jeune fille rangée. C'est vrai. Et puis le deuxième sexe est un très grand livre. N'empêche que... La nausée, c'est pas mal non plus quand même. Hein. Quoi donc? La nausée, c'est pas mal non plus. Ouais, hein. la nausée, oui. Oui, mais n'empêche Parce que... qu'il y a mieux de mieux, ça c'est une grande phrase du livre, je suis désolé de me citer, cher Gilleray, mais la grande phrase du livre, c'est quand même, ce qu'il y a de mieux chez Sartre, c'est Beauvoir. Voilà, bon, c'est une comparaison. Il est au-dessus de Simone de Beauvoir, il faut l'avouer. Bon, François Olivier. Même si c'est un ami, je dirais pas ça tout de même. Je respecte nos personnages. Surtout Simone, qui était quand même Oui, c'est vrai. une grande femme. C'est vrai. Mais enfin là, on a quand même le corps de la femme qui est montré comme. Comme jamais, parce qu'on commence Parce qu'on finalement, on commence finalement chez Philippe sur la. Oui. C'est un texte sur la maternité. Oui. Et bon, ça va sembler bateau, mais on a quand même un texte qui commence par la poitrine, le sein des seins. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, comme j'aime les cycles, et j'aime le jeu, là ici on a un cycle. C'est-à-dire que on commence par les seins et on finit par la sainte crème. Ah oui. Ah bah oui. Justement, je voulais. Et donc Bon là, appétit, messieurs, bon appétit, messieurs. on a un cycle culinaire. Bon vous appétit, voyez. Samanto. Et finalement, au milieu, la sainte crème, c'est quoi? C'est la chantilly qu'on met sur le cocktail. Shaké. Excusez-moi, Shaké, non. tout à fait. Alors, on a une nouvelle intellectuelle qui vient de nous rejoindre. Erika de Renon est de retour. Alors, Erika de Renon, vous vouliez intervenir. On vous en présente pas, mais oui, je voulais intervenir. La sainte crème. Bah non, c'est pas le. Vous avez dit quoi? C'est la chantilly. Bah non, c'est le sperme. C'est le Non, mais- sperme. non, mais bien sûr. Mais non, c'est le sperme. Oui, Le non, mais- gourdin, bah c'est le phallus. Oui, non, mais là, oui, bien sûr. Ben non. oui. Non, mais il y a bien sûr, madame. Bah oui, évidemment. Oui, je non, vois mais pas je- où vous allez je- chercher midi, 14h. D'ailleurs, c'est le jour, là. Le jour, vous êtes... Non, mais Oui. nous allons au-delà de la description. Bah Ça, c'est le oui, sens mais premier que il y a nous déjà comprenons. tellement de choses à décrire. Mais les auditeurs voient la description. Bah oui, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Oui, ben moi je trouve que c'est un grand texte, c'est virtuose. C'est virtuose. Oui.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec votre interprétation. Pour moi, la Sainte Crème, ça va au-delà du sperme. Mais ça va pas au-delà, c'est bien le sûr texte. que si. Moi, je rejoins mon collègue du Faré sur ce point-là. Mais non. Mais ça va même au-delà encore. Chez moi, dans ce paragraphe, Mais non, au début, c'est très S'il vous simple plaît, nous comme sommes des texte, intellectuels. ça s'est éteint, là. Voilà. C'est le jour, après le soir, vous voyez, c'est chronologique, c'est une colonne. Au début, c'est le jour, après, c'est le soir, et après, il la demande en mariage. Je vois pas très bien. C'est du Molière, c'est de l'abbé Prévost. C'est des grands textes, c'est des grands romans, ça. Des grandes nouvelles sentimentales. Mais c'est marrant, moi je voyais Kafka plutôt. Qui ça? Kafka. Oui, Non mais vous savez qu'elle s'est arrêtée au 19. Non, 18ème. Rousseau, à la limite, si on le considère comme un pré-romantique. Enfin bon. Écoutez, pardonnez-moi de ne pas amener de dos. On n'a pas présenté mon essai d'ailleurs, je voulais pas quand même le signaler. Oui, bon. Non, mais c'est bon. Monsieur vient, vous voulez intervenir. Non, après non. Nous devons laisser la parole féminine tout autant Erika de Renan, vous publiez une relecture du Petit Poucet. Bah oui, parce que je me suis aperçu qu'avec Bettelheim, tous ces vilaines bonhommes et vilaines bonnes femmes, on était arrivé à des lectures complètement abracadabrantes du Petit Poucet. Par exemple, moi je me suis intéressé, j'ai fait un article de 90 pages sur le passage de l'arbre. Vous savez, quand le Petit Poucet monte dans l'arbre, il regarde la maison de l'ogre, et pourquoi il monte dans l'arbre, le Petit Poucet? On a dit c'est le principe de connaissance, c'est Jung, mais pourquoi il monte sur l'arbre? Vous le savez, vous? Pour voir la maison. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il est petit. C'est le Petit Poucet. Et j'ai essayé de prouver que le Petit Poucet était petit. Il y a plein d'indices dans le texte qui permettent d'y mener. Plein d'indices. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop terre à terre pour bien faire un jeu de mots comme le Petit Poucet? Bon, excusez-moi, là c'est insupportable, je me sens rabaissé, alors que moi je suis au plus près du texte. Non, mais Gilles vient aller nous livrer une intervention. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il y a d'importance? Oui, revenons au texte. Non, monsieur Gilles vient, je vois. Madame, taisez-vous s'il vous plaît. Gilles vient nous a confié Je vais lire une grande fresque taisez-vous à côté. Gilles vient nous a confié qu'il a maïs de Keranga. Mirlisa intervenez. Mais non, mais écoute, vous tenez à votre job, Mirlisa. Elle va aller lire les grands romans dans le petit salon. Et voilà, elle dira une phrase de temps en temps. Monsieur Gilles vient a des difficultés en ce moment, il l'a dit. Gilles vient, intervenez. Quand même. À quoi ça sert d'aller en Suisse pour sauver l'émission quand on se fait interrompre comme ça à tout rompre? Il n'y a aucun respect ici. Bon, j'ai décidé que je n'exprimerai pas. Non, monsieur cher ami. Écoutez, si c'est pour se faire interrompre, moi ce que je proposais c'était quelque chose de peut-être un peu plus... poétique. Envolé. Je veux pas... poursuivez. Voilà, c'est peut-être... Gourdin, certes, ça ne change pas. Effectivement, il y a... Écoutez, on ne s'entend plus dans ce studio. Monsieur Mirlisa, un peu... intervenez. Les gars, s'il vous plaît, allez lire dans ma chambre. De toute façon, je vous y retrouve après. Allez lire dans ma chambre. Très bien, merci. C'est une grande intellectuelle. René Desmoris est mort il y a 3 ans, on le sait. Voilà, bon. C'est un hommage alors. Voilà. Revenons au Gourdin. Et cessons cette parenthèse empoisonnée. Non, ce que je tenais à dire, c'est que moi je voyais dans ce texte, à travers son stade embryonnaire puis son éclatement. Oui, de l'embryon qui ne voulait pas mourir. Voilà. Une espèce de pendant à la métamorphose, mais une version féminine de la métamorphose de Kafka. L'enfant comme le cafard qui grandit à l'intérieur, le cafard nazi qui grandit à l'intérieur du corps de la femme, mais finalement qui se termine tout à fait à l'inverse de la métamorphose de Kafka, comme une jouissance. On oublie presque le nazisme de ce texte. Mais tout à fait. On oublie que c'est une riche, Himmler qui l'a enfanté. Bien sûr. Mais on l'oublie presque tellement on est noyé finalement sous la corne d'abondance. Pour reprendre un marronnier, je suis d'accord, mais... une tarte à la crème. Non, mais vous avez parfaitement raison, monsieur Dufaret. Et le seul moment où on fait référence au nazisme, c'est quand elle sort le gourdin du caleçon. Là, on voit le régime autoritaire. Le gourdin prêt à s'abattre sur sa face. Alors justement, j'aimerais compléter ce que vous dites. Pour moi, ce texte, ce paragraphe-là, est une forme d'apothéose. Et je m'explique ici. Ici, il y a une ambition de réécriture biblique de la destinée de cette femme. Alors, je m'explique. Oui, là, ça mérite explication. Oui, citation à l'appui. Donc, alors, agenouillé devant lui, donc déjà dans une position de recueillement, de prière. Le gourdin de Heinrich, qui est une référence à Goliath, en ce moment, je ne voudrais qui peut se lire comme une référence à Goliath. Donc on est déjà dans le
Voilà, noyé dans un champ lexical biblique. Le meilleur de moi-même, ma vie, ma dignité. Donc l'aspiration à une apothéose, voilà, le dépassement de soi. Et on aboutit à la sainte crème. Sainte crème. Coup de foudre, apothéose. Lien avec l'au-delà, lien avec Dieu. Exactement. Et Heinrich qui atteint, dans un sourire, tel l'ange de la cathédrale de Reims, l'ange souriant, la plénitude. Voilà. Et je voudrais préciser, vous parlez de plénitude, vous parlez d'abondance, vous parlez de Goliath. On est dans un texte fondamentalement rabelaisien. Et on est tout le long du texte sur la métaphore du gros. Ce texte est gros, cette femme est grosse, monsieur Vien est gros. Voilà, et tout le monde est gros. Heinrich est gros, elle a des gros seins. Son gourdin. Il a un gros gourdin, elle a des gros seins bien pleins. Elle se remplit. C'est un texte épais. Oui. Et pourquoi il est épais ce texte? Parce que comme vous le savez monsieur, comme vous le savez monsieur aussi, et comme vous le savez monsieur, Le sexe épais. Vous J'ai en souvenez? anticipé. Vous vous en souvenez? Eh ben oui. Et oui. Et le sexe il est épais quand? Après l'acte d'amour. Belle transition, merci à vous chers intellectuels. On va faire une petite pause musicale. Nous parlions des asperges, voici l'hymne à l'asperge interprété par le grand maître de la cuisine Jean-Pierre Coff. On a fêté de nombreux centenaires, Molière et Brillat-Savarin, de Parmentier et la pomme de terre, Murgère, Momus et le bon vin. Puisqu'aujourd'hui, tous nos désirs convergent pour célébrer tant de bienfaits, je veux chanter la gloire de l'asperge, ce fier produit du sol français. Asperge, asperge divine, pour nous tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Vraiment, l'asperge est un produit céleste. Lorsque le bon Dieu vit qu'Adam, seul dans l'Éden, avait un air funeste, il fit des beaux charmes tentants. Adam restait pensif devant la Vierge, c'est alors que le Créateur, avec génie, fit pousser une asperge, et ce fut le premier bonheur. Asperge, asperge divine, pour nous, tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Devant l'asperge, les femmes se prosternent, car son passé fut triomphal. Elle est la reine de nos festins modernes, la déguster est un régal. Pour la manger, il faut la prendre mûre, entre les doigts amoroso. Et ne pas prendre, ce serait lui faire injure, une fourchette à escargot. Asperge, asperge divine, pour nous, tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Mais les plaisirs que l'asperge nous donne sont éphémères, profitons-en. Il faut savoir la prendre courte et bonne, plus tard hélas il n'est plus temps. Et vous mesdames, si gentiment despotes, quand le temps de l'asperge reviendra, par gourmandise, n'en mangez pas les potes, n'en prenez qu'une, mais gardez-la. Asperge, asperge divine, pour nous, tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines,
asperge, tu n'en as pas. Troisième extrait, toujours dans la goutte... là, je me mélange. Hein. La cuisinière d'Himmler de Franz Olivier Gisbert, ça rime. Un extrait... J'ai isolé cet extrait parce que pour moi, ça pourrait être un poème. Un grand drame historique qui se joue en 2 pages. C'est une... on est un peu, vous allez voir, entre les secrets de l'histoire et la légende des siècles de Victor Hugo. C'est un peu l'idée. Entre Stéphane Bern et Victor Hugo. On change de roman. Ah, on est toujours dans la cuisinière d'Himmler. Intéressant. C'est donc les titres de chapitres qui sont indiqués. Hein. Oui, alors ce chapitre-là s'intitule, il me semble, Le roi de la pince Burdizzo. Burdizzo, oui. On dit Burdizzo. Bien, on y va. C'est parti. Haute-Provence, 1925. Gabriel Bocquer était châtreur professionnel. Il lui arrivait de castrer jusqu'à 400 bêtes en une seule journée. Un habile, un rapide et un costaud, car ce métier requiert de la force, notamment dans les bras. Un artiste aussi, car la castration est un art, autant qu'une science. Avec les bêtes, il faut faire preuve d'un mélange de fermeté et de douceur, pour éviter les mouvements de panique. Gabriel avait la main sûre et rassurante. Il châtrait tout. Les moutons surtout, mais aussi les veaux, les ânons, les porcelets et même les lapereaux. Il maîtrisait la méthode la plus moderne, celle de la castration à la pince Burdizzo, par écrasement du cordon testiculaire. Châtreur était un métier de saison qui commençait à la fin de l'hiver et se terminait à son commencement. Gabriel avait calculé qu'il castrait en moyenne près de 80 000 bêtes par an. C'était le roi de la pince Burdizzo, soucieux de ne pas blesser les bêtes ni de les faire trop souffrir. Depuis la nuit des temps, les humains, non contents de se repaître de leur chair morte et de leurs plaies saignantes, humilient les animaux tout au long de leur existence, tandis que les femelles sont soumises à des cadences infernales pour produire leur lait, leurs petits ou leurs œufs. Les bourses des mâles sont massacrées sans pitié, dans une sorte d'hécatombe génitale permanente. Longtemps, la castration fut un danger pour les animaux de boucherie qui mouraient parfois des suites de l'opération. Elle était néanmoins systématique, sinon, ils auraient été comme les hommes, toujours à courir après leur queue, grimpant sur tous les dos, enchaînant les saillies et affolant les femelles. Ils n'auraient pas profité ni fait leur gras. C'est pourquoi les fermiers ont longtemps coupé au couteau les amourettes des moutons ou écrasé à coups de marteau les cordons testiculaires des bovins qu'ils avaient préalablement coincés entre 2 bâtons. L'arrivée de la pince à castrer humanisa, si j'ose dire, la castration. Et Gabriel fut l'un des acteurs de cette révolution du testicule. C'est un Français, Victor Evan, 1853-1936, qu'il a commencé en inventant la première pince à castrer. En broyant sous la peau les cordons testiculaires des mâles, elle bloquait l'irrigation sanguine des bourses et provoquait leur atrophie naturelle, sans plaie, ni risque d'hémorragie ou d'infection. Quelques années plus tard, l'italien Napoleone Burdizzo della Morra, 1868-1951, a perfectionné l'outil et démodé la pince des vins. La sienne, amorce large et manche raccourcie, étant plus légère et plus maniable. Mais le principe est resté le même. En transformant en bouillie une fraction des vaisseaux sanguins, on interrompt la circulation du sang vers les testicules, ce qui provoque la mort des tissus. Gabriel palpait d'abord le scrotum de la bête pour repérer l'un des 2 cordons spermatiques au-dessus des testicules. Quand il l'avait trouvé, il le pinçait en le tirant sur le côté du scrotum. Le plaçait alors entre les mâchoires de la pince Burdizzo, qu'il refermait dessus avant de l'étirer dans un mouvement de va et vient. L'opération durait une dizaine de secondes, 4 fois de suite, car il comprimait les 2 cordons spermatiques en 2 endroits chaque fois, le second étant écrasé légèrement en dessous du premier. Dans les jours qui suivaient, les testicules des bêtes enflaient, avant de rapetisser et de se transformer peu à peu en lambeaux de peau rachitique et débilitant. Il n'aimait pas son métier. Et en même temps, il en était fier. Ce soir-là, il expliqua avec un sourire ambigu
qu'il avait l'impression de faire œuvre de paix. Quand il y a moins de couilles dans une ferme, bah il y a moins de violence, moins de conflits. Tous les paysans savent ça. Il faudrait peut-être songer à appliquer ce principe dans les sociétés humaines. Fit Anaïs. Bah il y aurait moins de guerre, ajouta Justin. On compte sur vous pour éviter la prochaine. Conclus-je. Une fresque historique, un grand drame historique, hein, monsieur. Oui, Oui, c'est toujours le même roman, monsieur Dufaret, et je dois avouer que là, on est dans une œuvre de collapsologie du désuet. Je parle de ma discipline, mais enfin, écoutez, il y a quand même une historiographie de la pince à castrer qui est extraordinaire. Extraordinaire. Je veux dire, quand on voit ce travail, on part de Victor Evin jusqu'à arriver à Napoleone Burdizzo della Mora, c'est extraordinaire. Et vous savez ce qu'est la pince à castrer? Vous le savez? Oui. Vous, monsieur Duquesne, vous le savez? Ah, bien sûr. Je pense qu'on a une vraie description ici. Non, mais est-ce que vous savez ce qu'est devenu la pince à castrer? C'est devenu une relique. Le casse-noisette. Et oui, messieurs, ce avec quoi on casse les noisettes, c'est l'invention de Victor Evin. Et là, on rentre dans le culinaire. Là, on rentre dans l'histoire du nazisme culinaire. C'est qu'on arrive aux testicules des bœufs pour arriver vers la noisette. On arrive de la protéine carnée pour arriver à la protéine végétale. Monsieur vient se Mais là, il n'y a pas de barbe. nazisme dans ce texte, monsieur. Comment ça, il n'y a pas de nazisme? Et cette phrase extraordinaire. Quand il y a moins de couilles dans une ferme, il y a moins de violence, moins de conflits. Oui. Tous les paysans savent ça. Si Mais là, là, on c'est n'a les pas une paysans référence français, à On est dans la l'idéologie ferme des nazie. animaux. Mais évidemment, Bah oui. évidemment, c'est complètement orwellien. Avec Napoléon né. Le cochon s'appelle Napoléon. exactement. Oui. Monsieur vient. Venez parmi nous. Eh bien, d'abord, je songe, pour la petite histoire, au fait que monsieur Victor Evin avait partagé son laboratoire avec Pierre et Marie Curie, en leur temps. Donc, les grands esprits se rencontrent. C'est vrai, vous pouvez vérifier. Je Tout à fait juste. Samantha, tu vérifies, mon ami. Et, Mais IE, hein, écriture. Pas de fake news ici. Hein. Deuxième chose, pour en revenir au nazisme du texte, il est évident que c'est la première étape d'un programme. Et si nous avions la suite du texte, nous nous rendrions compte que la suite de la pince à castrer, ça a été le fourgon en pot d'échappement. Évidemment. Et ainsi de suite. Nous en sommes juste à une étape. Est-ce que quelque part, et ça c'est là qu'on voit C'est une que métaphore c'est de l'abattoir. un texte novateur, un texte antispéciste comme il y en a peu, qui nous amène de la mort de l'animal à la mort de l'homme. Évidemment. Voilà là où est le nazisme. Dans cette affaire, Et tout à où fait. est-ce qu'on en arrive? Quel est le summum de cette Et France évolution? est un ami d'Émeric Caron, non? Oui, bah c'est un texte progressiste. Hein. Mais en fait, il y a une référence directe à ce qu'on écoutait tout à l'heure. C'est-à-dire que, quel est l'aboutissement de ce texte? C'est Simone de Beauvoir. Et oui, et tout est là. Car la castration est un art. Elle est un art. Et donc, on est ici, dans une société castratrice, et complètement dans le registre de Simone de Non, Beauvoir. c'est faux, monsieur vient. Ils n'ont rien à voir. La castration, finalement, n'est-elle pas un antiféminisme? La castration n'est-elle pas une vertu qu'on prête aux femmes depuis des centaines et des milliers d'années alors que c'est discutable, non? Mais c'est finalement, c'est un texte qui, encore une fois, joue sur les deux tableaux. Il est peut-être antispéciste, mais fait une hiérarchie entre les genres. C'est un peu comme les Grecs, finalement. Chez les Grecs, l'homosexualité n'existe pas. Mais vous ne pouvez pas vous faire sodomiser par quelqu'un qui est d'un rang inférieur. Et là, j'ai l'impression de retrouver un peu la même chose dans ce texte-là. Je pense qu'on a un texte qui, quand même... On a finalement un antiféminisme là de France qui s'oppose en espérant surpasser, mais peut-être un peu maladroitement, même si c'est un ami, Simone de Beauvoir. Je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais... Moi, je dirais pas que ce texte est antiféministe. Je pense qu'il est féministe de façon extrêmement maladroite et grosse, comme disait notre cher Parquet. D'ailleurs, grosse en anglais qui veut aussi dire brut. Exactement. Je savais qu'un angliciste comme vous saisirait l'ambivalence du terme. Pour moi, ici, donc ce passage... Les gars, vous asseyez, mais sans parler, hein, pour l'instant, s'il vous plaît. Oui, je m'assois. Pour moi, ce passage s'inscrit en miroir assombrissant du passage précédent, où la femme portait la vie, même si c'était une vie affreuse. Ici, l'homme, qui est le castrateur, lui ne porte que la mort. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi de la Bible ici. On est dans une anti-arche de Noé. Complètement. Et finalement, les animaux sont parqués pour être castrés, pour être exploités. Mais là, en fait, le but, c'est de faire disparaître.
faire disparaître, exploiter Donc jusqu'à... là, on a la métaphore du nazisme. Un peu moins de bruit, s'il Exactement. vous plaît, Erika. Elle se fait les ongles. Bon, ça. Non, il y a un désir. Non, en même temps, on est sur quelque chose d'assez... Continuez. C'est insupportable, madame, c'est insupportable. Arrêtez, s'il vous plaît. Elle ne parle pas, monsieur. Oui, mais elle est là. Elle fait du bruit. Continuez à parler, elle a arrêté. voyez. Monsieur Monsieur Duquesne est Mérisa, allergique au pur-don. Elle a Monsieur arrêté. Mérisa, les Vous le copines, savez, en plus. les copines que vous invitez. Ouais, c'est dehors. Voilà. Ah, avec un whisky, avec rien d'autre. Voilà. Dehors. Voilà. Mais là, ici, on est sur des choses sérieuses. D'accord. Donc, en plus, là, on est sur des textes graves, monsieur. Oui, c'est vrai. Erika, les ongles, c'est vraiment pas pour maintenant. Hein. Voilà, Allez-y. Ok. Et désormais, j'ai perdu le fil de ma pensée, vous voyez. Je l'ai perdu. Perdu, envolé. Je sais pas vous, si votre pensée est aussi évanescente au bruit insupportable de cette dame, mais... J'ai perdu mon oreille, moi. Ah, voilà. Écoutez, je peux peut-être me permettre simplement de lancer une nouvelle piste. Oui. En rebondissant un peu sur ce que disait Monsieur Duquesne. Puisque on était justement dans le gros, et on est toujours dans la métaphore culinaire. Oh, c'est insupportable, faites quelque chose, monsieur Dufferet. Et grosse, qui veut dire aussi croissance. Mais tout à fait, et moi cette phrase, mais je la trouve d'un souffle extraordinaire. Châtreur était un métier de saison. Un peu comme un maraîcher. Il châtrait comme on va cultiver les abricots. C'est-à-dire seulement à une saison particulière. Les abricots. Les abricots, comme la grosse dame. Je sais pas, monsieur vient. Oui, toutes les formes de la société traditionnelle. Enfin, c'est mais c'est un écoutez- texte qui est généreux, qui est technique et qui donne des Et ce qui est solutions. intéressant, c'est que le nom ici de la protagoniste est Anaïs. Non? Qu'en pensez-vous? Tout à fait, je suis d'accord. Anne. Oui, continuez, monsieur. Mais là, on a finalement... Je sais pas d'où vient le nom Anaïs en latin, je vais pas forcément regarder. Avec le tréma. Normalement c'est Asinus, mais donc ça ne fonctionne pas forcément, mais ici peut-être que le tréma s'est transformé en... Enfin le circonflexe s'est transformé en... Que dirait dans Silnos, la que bouche dirait de Silnos l'auteur. du tréma? Que dirait Il n'est Silnos? pas là, il n'est pas là, je suis désolé, il n'est pas là. L'avion, on n'a pas pu l'avoir. D'ailleurs, j'excuse monsieur Renard qui est au Brésil, hein, il est en archéologie cette semaine. Mais ici c'est avant tout, voilà, c'est un texte qui explore, c'est un texte complexe. Je sais pas si on peut traiter ça comme ça, autour d'une table, dans une Il y a émission. une dimension encyclopédique. Oui. Totalement. Oui, Qui serait dans une filiation des Lumières. Oui. De Flaubert. Vous parliez on de peut le l'Arche de dire. Noé, vous aviez parfaitement raison. De Flaubert. Ouais. Mais et pourquoi il est encyclopédique? C'est parce que on le voit au travers de la lorgnette du nazisme. Mais c'est le totalitarisme là dont on parle. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Gabriel castrait près de 80 000 bêtes par an. D'ailleurs Gabriel, est-ce qu'il Étonnant. n'est pas un peu Angelos, notre... Exactement. Tout à fait. Hein. Ça y est, j'ai fini, c'est bon, c'était bien Non la mais dernière fois. écoutez, madame, je finis. 80 000 bêtes par an. Est-ce qu'on n'a pas lieu face à un staccanoviste? Un staccanoviste de la castration. On est dans le totalitarisme. On est dans l'URSS autant que dans le Troisième Reich. Dans les grands nombres. Exactement. Oui, là c'est un texte mathématique. Dans l'extermination. Regardez le nombre de fois que l'hyperonyme castre apparaît. Enfin, on est sur une logique d'amplification, d'amplitude, de nombre. Ici, c'est réellement mathématique. On nous parle de chiffres plusieurs fois et on fait des répétitions. Le texte, c'est un texte répétitif. Tac, tac, tac. On entend On est presque sur la le pince. replay, le magnétoscope aussi. Un Non, peu. là c'était pas Le vraiment secret un d'histoire magnétoscope. quand même. Hein. Parce que là, il n'y a pas forcément une répétition, il n'y a pas de retour en arrière. D'accord. Il y a vraiment une avancée linéaire, mais répétitive. C'est aussi peut-être un peu le parcours des ouvriers qui est décrit ici. Comme on pouvait trouver chez Zola. C'est la mine. Et là-dedans, je vous rejoins tout à fait, il y a une pointe de marxisme, il y a une pointe de critique marxiste, notamment qui transparaît dans cette phrase. Il n'aimait pas son métier, et en même temps, il en était fier. Monsieur Gilles Vien Il y a de l'aliénation ici. qui a toujours été un lecteur politique grandiose, pourrait nous Enfin, éclairer. grandiose. Écoutez, moi, Lecteur politique, oui. le marxisme. Sociocritique. Le marxisme, peut-être. Ce que je vois, c'est la banalité du mal. On retrouve La banalité ça aussi, du mal. bien sûr. Quand il y a moins de couilles dans une ferme, il y a moins de violence, moins de conflits. Un sourire ambigu qu'il avait l'impression de faire œuvre de paix. Tout ça, c'est le fonctionnaire zélé qui reproduit inlassablement les mêmes gestes, qui n'a besoin d'aucune autre forme de justification que la pure action qu'il est en train de faire. Tout à fait. Et qui se justifie lui-même
par le progrès de la science, comme le nazisme a voulu le faire, puisque qu'est-ce qu'on nous dit à la fin de la première page ? L'arrivée de la pince à castrer humanisa, si j'ose dire, la castration. C'est terrible cette phrase. C'est la banalité du mal. Terrible. Donc finalement, c'est peut-être les moyens de production aussi. Les moyens de production rendent l'effort moindre, mais déshumanisent les hommes. Oui, rend l'homme machine et l'animal marchandise. Donc. Non, c'est un texte politique en fait. Oui, il donne une âme à la machine qu'il retire à l'homme. Quelque part. Victor Hugo, on y revient toujours là, hein. Oui, Victor Even, Victor Hugo. Ouais, mais là, c'est il donne une âme à la machine à retirer à l'homme. Oui, et en même enfin, temps, là je vais peut-être vous surprendre, mais tout ça c'est les théories du mannequin de Diderot, hein, l'animisme de la matière. Là c'est peut-être un peu trop évolué pour vous, parce que là je suis pas dans la paraphrase, là. Oui. Donc, Ben allez-y. Non mais voilà. Ben développez. Ben tout est dit. Non. J'ai la référence. Nos auditeurs l'ont pas forcément. J'ai la référence. Oui, mais nous parlons à des auditeurs. Vous connaissez la théorie de la matière de Diderot. Bien sûr. Alors expliquez-la. Ben non, c'est à vous de l'expliquer, à vulgariser ça à nos auditeurs. Ben vous la connaissez. Et alors? Ben oui, moi je m'en souviens, mais il faut que j'aille sur Wikipédia quand même pour regarder. Non, mais de tête, allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Julien se fait les ongles. Allez-y, vous en prie, votre théorie. Oui, ben la théorie du sensualisme, vous la connaissez, monsieur. Mais arrêtez de faire ces bruits, c'est insupportable. Oh, voyons, non, c'est un sketch qui est en train de se jouer. Je m'en vais. Je n'aime pas les sketchs, je n'aime pas rire. Moi j'aime les grands romans, les grandes fictions. Parfait, nous allons pouvoir revenir aux choses sérieuses. Voilà, Je vais faire du vélo d'appartement pendant ce temps. Voilà, je vais vous écouter. Allez-y, continuez, mesdames et messieurs. Continuez, elle va faire un peu de vélo, mais on va continuer. Mais vous pétez les plombs là, monsieur Mirliza. Hein. Et si nous passions cet instant au prochain texte Qu'elle parte, c'est tout. Le public est pas là pour voir des ânes faire du vélo. Écoutez, elle est là et nous sommes là. Voilà. Très bien dit, monsieur. Monsieur Mirliza, j'ai été invité pour la première fois à cette émission. Je dois vous avouer que je suis quand même oui, un peu là vous me faites un hein. peu honte, monsieur Mirliza. Oui, en tant que nouveau producteur, vous êtes totalement dans la déviance. Vous ne gérez plus du tout l'émission là. Ça n'a plus de tenue. Hein. Vous aviez une main de fer et un gant de satin. Et là, vous avez un gant de fer et une main de satin. Enfin, faut le dire. Mais Monsieur Mirliza. Taisez-vous, c'est ma maîtresse. Oui, non, mais n'êtes-vous pas en train de nous faire un piège là? Vous nous faites lire des textes depuis tout à l'heure qui sont en rapport avec la castration. Ça fait 2 fois que l'émission se retourne contre Oui. Mais attendez quand même. Je n'ai pas envie d'être le dadon de la farce ici dans une émission culinaire, voyez. Et tout de même. Un dadon castré, hein. Un dadon castré qui plus est. Des textes sur la castration. Des textes sur le féminisme. On parle de Simone de Beauvoir. Et vous, face à cette femme qui est votre maîtresse, vous agissez comme ça? Samantha qui se retrouve avec un sexe d'une émission à l'autre. Et là, on castre. Mais c'est son choix. Qu'est-ce que vous allez faire de nous à la fin de l'émission, monsieur Mirliza? Moi, j'ai envie de repartir avec mon appareil. Hein. Je vous le dis. Non, mais vous inquiétez pas, monsieur. Alors Jacques-Emmanuel, des fois, oui. est un peu fifrelin, mais il n'ira jamais dans ce genre de... Je l'espère. Je l'espère. Et je peux vous assurer que s'il se passe la moindre chose, je prendrai les mesures en conséquence. Bien. Sur cette note, non pas totalitaire, démocratique. Nous allons... Ici, je ne fais que révéler la voix de nos auditeurs. Vous êtes un passeur. Et de nos... Merci invités. À ces auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Nous ferons un sondage. Voudrez-vous que Madame de Renon revienne dans l'émission ou pas? C'est un bon compromis. Voilà. Oui. Alors... Parce que inviter ses maîtresses, ça va. Mais les maîtresses qui se font les ongles... Ça n'a qu'un temps. Bon, voilà. On va écouter Rihanna. Ça va, ça vient, comme dirait Gilles. Oui, il va et vient comme dans le texte d'ailleurs. Hein, Mais j'espère que nous reviendrons sur un peu de légèreté, parce que là c'est des textes graves. Oui, la prochaine fois... Gras aussi. Nous ferons de la poésie, nous serons dans la poésie la prochaine fois, et nous étudierons le genre du sonnet contemporain. Voilà. Enfin. Le sonnet contemporain avec une thématique que je ne révèle pas, hein, qui sera secrète. Monsieur Duquesne est dans la confidence, mais c'est un secret. Un peu de poésie, ça fait... Ça fait du bien. Merci aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Vous ramasserez, ça montre les coupures d'ongles de Madame de Renon. Et puis, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci les intellectuels. Au revoir. Merci beaucoup. J'arrive, Erika. Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza.
encre halogène.